Disons-le clairement, cet épisode fait n'importe quoi, mais plus que ça, il met en place d'énormes contradictions et incohérences. Mais le Sivos reste un bon point. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. L'épisode 5 de la saison 3 de House of the Dragon remplit exactement la même fonction que son équivalent de la saison 2, fournir du contenu de remplissage ayant peu de lien avec l'intrigue principale. Si une telle démarche serait bienvenue dans une saison de 20 épisodes, elle ressemble ici à une heure gâchée alors que la série ne compte que 8 épisodes précieux. L'histoire ne progresse pas et pour être franc, elle ne dévie même pas latéralement. Chaque intrigue est parsemée d'incohérences narratives. L'épisode mérite toutefois l'indulgence, ne serait-ce que pour les chats qui déambulent désormais dans le donjon rouge. La majeure partie de ce qui se déroule dans l'épisode 5 n'est pas tiré de l'œuvre originale de la série, Feu et Sang. Certains éléments sont même en contradiction directe avec le livre. Analysons les différents arcs narratifs. Le conseil de Rhaenyra fait face à une succession de problèmes dont aucun n'est de la faute de la reine. Si l'approvisionnement nourriture des petites gens a été assuré, le trésor reste désespérément vide. La capitale est en proie à l'agitation et les manteaux d'or, toujours impayés, ont été attaqués par un ennemi inconnu. Au-delà de Port-Réal, la crainte de Aemon grandit après que Vhagar a été aperçu volant au nord de Harrenhal, tandis que les intentions de Lord Ormund Hightower à Chutebourg demeurent incertaines. Rhaenyra, sans son emprise, lui échappait. Impuissante, rongée par la culpabilité et une inquiétude profonde, elle n'ose même pas affronter son fils Geoffrey, qui l'a rejointe à Port-Réal pour rester à ses côtés en tant que prince de Père-Dragon. Rhaenyra et Daemon ont un bref désaccord sur leurs priorités. La reine souhaite que son époux parte à la recherche de Aemon, alors que ce dernier juge plus urgent de régler les problèmes au sein de la ville. Plus tard, Rhaenyra se tourne même vers les Sept, désespérée de comprendre l'origine de ses malheurs. Je perçois une paranoïa naissante, tout à fait compréhensible étant donné que les scénaristes multiplient les obstacles sur sa route alors même qu'elle agit avec justesse. Daemon rappelle à Rhaenyra où réside sa force. Il est celui qui croit le plus fermement en elle. C'est à cette foi qu'elle doit se raccrocher, et non à celle des Sept. L'inquiétude de Rhaenyra et Daemon face aux troubles qui agitent la ville était fondée. Un ennemi insaisissable continue de frapper, se faufilant dans les rues de Port-Réal et tuant des membres du guet en plein jour. C'est Ormund qui tire les ficelles et sème les germes de la révolte dans la capitale. Toutefois, il semble quelque peu tiré par les cheveux qu'il dispose d'espions à Port-Réal, une ville où il ne s'est jamais rendu, alors même que Mysaria et Larys y contrôlent des réseaux vastes et puissants. À la fin de l'épisode, les commandants du guet fidèles à Daemon ont été massacrés, notamment Sir Luthor l'Argent. Cet événement ne figure pas dans Feu et Sang. Sir Luthor y meurt plus tard, tué lors des émeutes qui suivent la bataille de Chutebourg. Si les Verts sont effectivement susceptibles d'avoir déclenché la révolte, la manière dont Ormund aurait pu orchestrer une telle manœuvre reste floue. À propos de Ormund, quelle ironie que ce misogyne et suprémaciste Andal du bif ait passé de longues minutes à chanter les louanges de la princesse dornienne Merya Martell. Comprenez-moi bien, je suis avant tout un fan des Martell, et ensuite seulement un fan de Game of Thrones, mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle venant de lui. Dans la chambre qu'elle partage au Donjon Rouge, Alicent supplie Elaena de boire une tisane abortive pour mettre fin à sa grossesse, mais Elaena refuse. Toute cette séquence offre une pointe d'ironie dramatique au lecteur des livres, puisque Melor, le plus jeune enfant de Elaena, aurait déjà dû être né à ce stade du récit. Par ailleurs, Alicent tente à 2 reprises de s'enfuir au cours de cet épisode. Sans succès, elle se retrouve face à Mysaria et leur échange révèle des incohérences. Premièrement, comment Rhaenyra pourrait-elle être au courant de la liaison entre Alicent et Cole ? Deuxièmement, comment Alicent sait-elle que Mysaria a été retenue prisonnière par Rhaenyra à Père-Dragon ? Et troisièmement, comment sait-elle que les deux femmes entretiennent une relation amoureuse ? Leur dialogue semble forcé, les scénaristes les poussent indirectement à se disputer au sujet de Rhaenyra, une démarche plutôt inutile qui donne une impression de fanfiction. Le seul moment marquant de leur scène survient lorsque Elaena, debout dangereusement près de la fenêtre de sa chambre, déplore de ne pouvoir sortir admirer la lune. C'est un présage frappant de sa fin, bien que les circonstances ayant évolué, les motifs en seront très différents. Alice Rivers fait le job dans cet épisode. Elle a hérité du titre de gardienne de l'insolence de la part de Sir Simon Fort. J'ai adoré voir à quel point Alice fait corps avec le château et comment ses pouvoirs sont intimement liés aux fondations même de Harrenhal. Elle tient Aemon sous sa coupe, non pas en tant qu'amante, comme c'est le cas dans Feu et Sang, mais en agissant comme une figure maternelle de substitution, jouant sur les blessures affectives du prince liées à sa mère. Aemon est perdu, rongé par la culpabilité.
Une fois de plus, au sujet de Aegon. Je me demande pourquoi les scénaristes lui font commettre une atrocité après l'autre pour ensuite le faire éprouver des remords, tout comme il avait fait pour Lucerys. Si c'est une tentative de le racheter, c'est vraiment inutile. Si Aemon éprouve de la culpabilité pour ce qu'il a fait subir à Aegon, son frère, lui, ne partage pas ce sentiment. Dans un monologue pathétique, il se lamente sur le sort peu enviable qui a été le sien comparé à celui de Aemon. Quel plaisir de voir Larys le remettre enfin à sa place. Après cette réprimande, Aegon renonce à son projet de partir seul et retourne en ville. Mais comme les événements finissent toujours par tourner en sa faveur, Tyrion Lannister surgit de nulle part, tel un Deus Ex Machina, et lui propose une échappatoire. Si vous pensez que Lannister était mort, vous n'êtes pas les seuls. Dans l'épisode 1, nous l'avons vu passer par-dessus bord, jeté par Loar au beau milieu du détroit, dans les eaux proches de Pendragon et de la Marque. La façon dont il a pu échapper à la noyade lors d'une bataille aussi sanglante et rejoindre Repos des Freux me dépasse. Mais surtout, pourquoi se rendre à Repos des Freux? Comment pouvait-il savoir qu'il y trouverait Aegon? Si les rumeurs concernant le roi, présumé mort, allaient bon train, d'autres personnages en auraient certainement eu vent. Rappelons que rien de tout cela ne figure dans le livre. Baela a enfin eu droit à 2 scènes où elle prend la parole dans cet épisode. Dans les 2 cas, Adam s'inquiète ouvertement pour elle, tant elle s'épuise à vouloir se rendre utile à Rhaenyra et regagner sa confiance. Il est évident que les scénaristes suggèrent une future romance entre Baela et Adam. Outre l'attention qu'il porte à ses besoins élémentaires, manger et dormir, Adam promet, lorsque Baela déplore qu'on la mariera à un seigneur quelconque pour des motifs politiques, qu'il la retrouvera et qu'ils s'envoleront ensemble sur leur dragon vers une nouvelle aventure. Est-ce que cela me déplaît que les scénaristes préparent une nouvelle relation pour Baela alors que le corps de Jacaerys est encore chaud? Oui, mais est-ce que je pense que Adam est le seul homme à Westeros qui mérite Baela à ce stade? Oui, évidemment. Cela marquerait une rupture avec Feu et Sang. Après la guerre, le conseil souhaite que Baela épouse Lord Rowan, un homme de 40 ans son aîné. Pour échapper à ce sort, elle s'envole pour La Marque, où Aline est désormais Lord Velaryon et l'épouse. Leur mariage est tumultueux, Aline a sa part de maîtresse et d'enfant illégitime. Si les scénaristes de la série modifient le destin de certains personnages et que Baela finit par se mettre en couple avec Adam, j'en serais vraiment ravi. Il faudra attendre de voir, tous les changements ne sont pas mauvais, il suffit qu'ils soient cohérents. Les riverains accueillent les loups de l'hiver qui continuent de traverser le Conflent comme ils le font depuis la fin de la saison 2. La notion d'espace et de temps perd tout son sens lorsque Lady Sabitha Frey surgit à Port-Réal dans cet épisode pour faire part d'une grief à Rhaenyra. La maison Frey devait recevoir Harrenhal en échange de l'autorisation donnée aux loups de l'hiver de traverser les jumeaux. Mais la reine a promis, cette saison, ce château maudit à quiconque tuerait Aemon. Je suis parfaitement conscient qu'une armée se déplace plus lentement qu'un petit détachement, mais comment se fait-il qu'il soit encore dans le Conflent alors même que les commandants connaissent si bien le terrain? L'épisode tente d'expliquer ce retard par les actions de Criston Cole et de ses hommes, qui ont entravé la progression adverse en incendiant les points de passage et en harcelant les camps. Des tactiques qu'ils n'ont pourtant commencé à employer qu'à partir de l'épisode 4. Dans le livre, la situation est inversée. Ce sont les seigneurs du Conflent qui ralentissent l'armée de Cole, bien plus imposante, grâce à leur connaissance du terrain. Finalement, les forces du Conflent passent à l'offensive et tendent un piège à Cole, neutralisant ainsi l'avantage de la cavalerie. Alors que tout semble perdu et que Sir Gwen exhorte Cole à renoncer pour rejoindre l'armée des Hightower à Chutebourg, le Lord Commandant refuse. Il s'obstine à poursuivre cette croisade suicidaire à laquelle aucun de ses hommes ne croit. Il aspire à une mort héroïque au combat, voulant entrer dans l'histoire en homme libre et non au service d'autrui. À propos de sa mort, il affirme « On en fera des chansons ». Ces mots préfigurent clairement ceux qui seront adressés à Criston avant sa mort, telle qu'elle est relatée dans Feu et Sang. Je ne veux pas de chansons célébrant la bravoure de ta mort, faiseur de roi. Des dizaines de milliers de morts sont tombés à cause de toi. Dans le livre, Lady Frey s'empare de Harrenhal après que Cole l'a abandonnée et elle survit aux flammes de Vhagar. C'est une jeune femme redoutable, une combattante qui prend activement part à la guerre. Elle partage sa tante et peut-être davantage avec Lady Alyssa Nerbosque. Dans l'épisode, on propose à Lady Frey de siéger au conseil de Rhaenyra à Port-Réal. Bien que cela ne se produise pas dans Feu et Sang, les scénaristes préparent sans doute le terrain pour qu'elle et Sir Torren Manderly intègrent le conseil de régence plus tard dans l'histoire. Le Sivos, ce jeu de plateau volantin qui allait conquérir Westeros, est enfin apparu à l'écran dans une série HBO se déroulant dans cet univers. On voit Ormund jouer à ce jeu avec son pupille, le prince d'Eron, alors que le livre ne fait pas allusion à leur partie. Mais le jeu lui-même est si important dans l'univers qu'il faut l'aborder, car il révèle beaucoup de choses. Le Sivos est présent
tout au long de la saga Le Trône de Fer, notamment lors des voyages de Tyrion Lannister avec l'équipage de la farouche Pucelle. Il y affronte Addon le demi-mestre et Jeune Griffe, nouant des liens avec le premier grâce à leur passion commune pour le jeu. Plus tard, il tente d'apprendre les règles du Sivos à sa compagne de voyage, Penny, avant de se rendre à l'évidence, c'est peine perdue. Le Sivos joue également un rôle majeur dans l'intrigue de Dorne au sein du tome A Feast for Crows, le jeu ayant rencontré un immense succès dans le sud. Doran Martell essaie de se servir du Sivos pour donner une leçon importante à sa fille Arianne durant sa captivité, mais celle-ci finit par délaisser le plateau alors qu'il l'a laissé dans ses appartements. Toutefois, la série Game of Thrones, ayant considérablement modifié l'intrigue de Dorne et totalement supprimé l'épisode de la farouche pucelle, il est logique que le Sivos ait lui aussi été sacrifié en cours de route. Martin n'explique jamais en détail comment jouer au Sivos, l'équipe créative de House of the Dragon a donc dû relever le défi de donner vie au jeu sans disposer d'un règlement complet. Comme l'a expliqué le showrunner Ryan Condal, ce qui est amusant, c'est de pouvoir développer ce que nous connaissons déjà et de combler les lacunes. Le Sivos a été comparé à plusieurs jeux de société modernes, notamment aux échecs, mais aussi à la bataille navale, au stratégo et au risque. Le plateau circulaire est doté de séparateurs, ce qui permet à chaque joueur de disposer ses pièces secrètement, sans que son adversaire ne voie où elles sont placées. Une fois les séparateurs retirés, la partie commence. Le but du jeu est d'éliminer le roi adverse à l'aide de ses propres pièces, qui représentent les éléments d'une armée. En toute logique, la pièce la plus puissante du Sivos est le dragon. Lors de la partie de Sivos qui l'oppose à Daeron, Ormund passe une grande partie du jeu à faire la leçon à son pupille. C'est toutefois Daeron qui finit par l'emporter. Ormund réagit de sa manière habituelle. Il quitte brusquement la table et fracasse ses pièces au sol. Alors que Daeron soutient que sa victoire n'est due qu'à la chance, Ormund, s'efforçant de retrouver son calme, s'approche de lui et lui conseille de ne jamais s'excuser d'avoir remporté la victoire. Ce bref instant en dit long sur la personnalité de Ormund. Si l'on a déjà vu Ormund se montrer instable et colérique par le passé, sa réaction face à une simple défaite au Sivos révèle qu'il a particulièrement du mal à accepter l'échec. Cela se confirme lorsque son cousin Gwen évoque un souvenir d'enfance. Enfant, Ormund pleurnichait, boudait et hurlait après avoir perdu une simple partie. Ce comportement a perduré à l'âge adulte, façonnant le personnage que les fans connaissent et adorent détester. Cette révélation au sujet de Ormund éclaire ses emportements passés. Dans les épisodes précédents de la saison, on l'a vu réagir de la même manière après avoir subi un revers militaire. Cela montre que Ormund perçoit la guerre elle-même comme un jeu. Ce conflit majeur, où il détient le pouvoir de vie ou de mort sur ses hommes, n'est pour lui qu'un simple jeu. Cela témoigne de son approche froide et insensible, de son mépris pour les pertes humaines et de son besoin viscéral de vaincre son adversaire pour sa propre gloire, plutôt que par sa conviction pour une cause quelconque. House of the Dragon a su tirer toute cette caractérisation d'une simple partie de Sivos. Au vu du potentiel narratif qu'offre ce jeu, il aurait sans doute dû faire son apparition à l'écran un peu plus tôt. L'épisode 5 est le plus faible de la saison jusqu'à présent, trop d'intrigues décousues et de scènes enchaînées sans véritable évolution pour la plupart des protagonistes. Les incohérences et les incohérences scénaristiques s'accumulent et beaucoup sautent aux yeux, même pour les téléspectateurs occasionnels. Espérons que l'épisode 6 relèvera le niveau. Finalement, le seul changement qui me convient, ça reste Ormund, qui est pour moi incroyable. Toi, qu'est-ce que tu penses du reste? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et surtout, ce que tu penses de Ormund. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.